Passons maintenant au troisième exemple du cycle moteur, c'est le cycle de Brayton. Pour un emploi dans une atmosphère raréfiée, comme par exemple en haute altitude, on ne peut plus utiliser les cycles des moteurs à essence ou des moteurs diesel. On utilise donc des moteurs à réaction dont le principe est l'injection à grande vitesse des gaz de combustion. Le cycle utilisé dans ce cas s'appelle cycle de Brayton. Il est constitué de deux isentropes et deux isobars, comme le montre cette figure. Les quantités de chaleur sont donc échangées à pression constante. Ce cycle, c'est le diagramme de Clapeyron, est constitué d'une transformation isentrope entre l'état 1 et 2, une deuxième transformation entre l'état 2 et 3 qui est une transformation isobare, une autre transformation isentrope entre l'état 3 et l'état 4 qui est une transformation isentrope, et une dernière transformation entre l'état 4 et l'état 1 qui est une transformation isobare. On utilise ce cycle dans les moteurs à propulsion de fusée et aussi dans les turbines à gaz. Dans ce dernier cas, le travail fourni au milieu extérieur ne sert pas à la propulsion, mais à la mise en rotation d'une machine tournante, par exemple un alternateur pour la production d'électricité. Dans la pratique, les cycles réels de Brayton fonctionnent soit en mode système fermé ou bien en mode système ouvert. La figure du slide suivant montre un schéma d'un moteur utilisant le cycle de Brayton en mode système ouvert, dans lequel le fluide de travail, généralement l'air, entre dans la machine et après combustion, il sort sous forme de gaz d'échappement. De cette façon fonctionnent les systèmes de propulsion. Nous avons un compresseur, une turbine et une chambre de combustion. Le compresseur reçoit de l'air du milieu extérieur, puis il fait la compression et il l'injecte dans la chambre de combustion. Ensuite, avec le carburant, il y a combustion de l'air avec le carburant dans la chambre de combustion. Le résultat de cette combustion, c'est un gaz d'échappement avec une très grande vitesse. Il fait tourner la turbine qui tourne, donc il donne une rotation, puis l'injection des produits de combustion vers le milieu extérieur. La figure du slide suivant montre un schéma d'un moteur utilisant le cycle de Brayton en mode système fermé, dans lequel le fluide de travail reste toujours dans l'appareil. Ce type de système est utilisé, par exemple, dans les centrales de production d'électricité. Ce système aussi est constitué d'un compresseur, d'une turbine et aussi de sources de chaleur, deux échangeurs de chaleur, un échangeur de chaleur qui reçoit de la chaleur et un échangeur qui cède de la chaleur. Et donc le fluide de travail passe dans un cycle fermé. Le compresseur absorbe le fluide de cette zone et l'injecte dans l'échangeur de chaleur, et cet échangeur de chaleur reçoit de la chaleur du milieu extérieur. Il y a chauffage, ici il y a chauffage des fluides de travail. Ensuite, le fluide de travail passe avec une très grande vitesse vers la turbine, il fait tourner la turbine, en donnant un travail WU, et ensuite le résultat, le fluide, après passage de la turbine, le fluide passe vers un autre échangeur pour le refroidissement. Il cède de la chaleur vers le milieu extérieur et le fluide refroidi retourne vers le compresseur pour le comprimer vers l'échangeur chaud. Le quatrième exemple des cycles moteurs, c'est le cycle de Stirling. Le cycle de Stirling est un cycle thermodynamique qui décrit les moteurs Stirling. La caractéristique principale de ce type de moteur est que, contrairement aux autres types, il forme un système fermé comme dans un réfrigérateur
dans lequel le fluide de travail est contenu dans une enceinte fermée et chauffée par une source thermique extérieure. La combustion est donc externe, ce qui autorise tous les types de combustibles, notamment les déchets forestiers, animaux et industriels. Il comprend dès lors l'engouement actuel pour ce moteur écologique qui fait l'objet de recherches actives. Ce cycle comporte 2 isothermes et 2 isochores, comme le montre la figure des slides suivants. Bon, sur le diagramme de Clapeyron, il est constitué de 4 transformations. Une transformation isotherme entre les états 1 et 2, suivie d'une transformation isochore entre les états 2 et 3, puis une détente isotherme de l'état 3 à l'état 4, suivie d'une transformation isochore de l'état 4 vers l'état 1. Donc, on distingue 3 types de moteurs Stirling. Le Stirling alpha, c'est un moteur bicylindre dans lequel un cylindre est associé à la source froide et l'autre cylindre est associé à la source chaude. Le cycle Stirling beta, c'est un moteur monocylindre constitué de 2 pistons. Un piston de travail, piston principal, utile pour la compression et la détente. Un piston déplaceur, piston interne, pour mettre successivement le gaz en contact avec la source froide, puis la source chaude. Ensuite, c'est le Stirling gamma. Ce type ressemble beaucoup au type bêta, car il a aussi un piston de travail et un piston déplaceur. La seule différence réside dans le fait que les 2 pistons se déplacent dans des cylindres distincts. Le dernier exemple du cycle moteur, c'est le cycle de Rankine. Le cycle de Rankine est un cycle thermodynamique qui convertit la chaleur en travail. La chaleur est fournie de l'extérieur à un système fermé qui utilise généralement de l'eau comme fluide de travail. Ce type est utilisé dans les centrales nucléaires, solaires thermiques, biomasse et de charbon pour générer environ 80% de l'énergie électrique utilisée dans le monde. Le cycle de la vapeur d'eau est une suite de transformations dans des systèmes ouverts successifs, chaudières, turbines, condenseurs et pompes d'alimentation. L'énergie emmagasinée dans le combustible fossile ou nucléaire est convertie en travail mécanique pour entraîner soit une turbine, centrale thermique, dans le cas par exemple des centrales thermiques ou centrales nucléaires, soit un moteur à piston sur les locomotives à vapeur, etc. Le processus comprend la vaporisation de l'eau, la détente de la vapeur dans une turbine et sa condensation dans un condenseur. Les étapes des cycles de Rankine, comme représentées sur la figure du slide suivant, sont les suivantes. Bon, la compression à l'aide d'une pompe du fluide de travail à haute pression, cela nécessite du travail. Le chauffage dans la chaudière du fluide comprimé jusqu'à la température finale, y compris l'augmentation de la température jusqu'au point d'ébullition et le changement de phase liquide-vapeur. Puis la dilatation à grande vitesse de la vapeur dans la turbine. Ensuite, la condensation de la vapeur dans le condenseur où la chaleur restante dans la vapeur va être dissipée dans l'atmosphère ou dans l'eau de refroidissement provenant d'une rivière, par exemple. Bon, voilà la représentation schématique de ce cycle. Donc la pompe reçoit du travail pour pousser le fluide vers la chaudière. Donc la chaudière, le fluide de travail reçoit de la chaleur du milieu extérieur. Puis, après avoir reçu la chaleur, donc le fluide de travail se transforme en vapeur avec une très grande vitesse qui se détend vers la turbine. Donc il fait tourner la turbine pour donner une quantité de travail. Ensuite,
le fluide continue pour passer vers le condenseur, donc il subit un refroidissement, donc il cède de la chaleur vers le milieu extérieur, donc il y a condensation de la vapeur de l'état gaz vers l'état liquide. Et ensuite retourne vers la pompe qui reçoit du travail du milieu extérieur, donc pour pousser le liquide ou bien le fluide de travail vers la chaudière. Bon, le cycle de Rankine, comme le montre la figure du slide suivant, est parfois considéré comme un cycle de Carnot pratique. Quand une turbine efficace est utilisée, le diagramme TS ressemble au cycle du Carnot. Bon, voilà la représentation schématique de ce cycle sur le diagramme TS. Donc, le fluide se trouve dans l'état A et donc il subit une transformation isentrope, AS constante, de l'état 1 jusqu'à l'état 2. Il est suivi d'une transformation isobare entre l'état 2 jusqu'à 3 et aussi isobare entre l'état 3 jusqu'à 4. Et donc la transformation isobare entre l'état 2 et l'état 3 se fait dans la phase liquide, puis la transformation isobare entre l'état 3 et l'état 4 se fait dans une transformation de phase de l'état liquide vers l'état gazeux, et donc c'est une transformation qui se passe à température constante. Ensuite, il y a la transformation de l'état 4 vers l'état 5 qui est une transformation isentrope, suivie après d'une transformation de l'état 5 jusqu'à l'état 1 qui se passe dans une transformation de phase qui se passe à température constante, et en même temps c'est une transformation isobare. Passons maintenant au cycle réfrigérateur et pompe à chaleur, qui sont des cycles utilisés pour les machines dynamothermiques. Bon, une pompe à chaleur est un dispositif permettant de transférer une quantité de chaleur d'une source froide vers une source chaude. Selon le but final du dispositif de pompage, une pompe à chaleur peut être utilisée soit comme un système de chauffage, si l'on souhaite augmenter la température de la source chaude, soit comme système frigorifique, si l'on souhaite abaisser la température de la source froide. Les pompes à chaleur se trouvent donc dans de nombreuses installations, comme dans les réfrigérateurs, les climatisateurs et les systèmes de chauffage d'habitation. Les cycles les plus utilisés dans les pompes à chaleur sont les cycles inversés de Brayton pour les machines monophasées et les cycles inversés de Hertz pour les machines diphasées. En ce qui concerne les cycles inversés de Brayton, les pompes à chaleur en phase uniquement gazeuse fonctionnent généralement avec de l'air. Il équipe notamment les cabines d'avion à climatiser et les très grosses installations qui nécessitent de grandes quantités de fluide caloporteur. Le cycle décrit par l'air est un cycle inversé de Brayton, comme le montre cette figure. Donc, c'est le cycle de Brayton inversé sur le diagramme de Clapeyron. Bon, il est constitué d'une transformation isobare entre l'état 1 et 2, suivi d'une transformation isentrope entre l'état 2 et 3, puis une transformation isobare entre l'état 3 et 4, puis on retourne de l'état 4 à l'état 1 à travers une transformation isentrope. Le sens d'évolution de ce cycle, c'est le sens trigonométrique. Bon, pour le cycle inversé de Hertz, les pompes à chaleur déphasées comportant un fluide condensable sont utilisées les plus souvent dans les zones de température comprises entre moins 50 degrés C et 100 degrés C. Ils fonctionnent généralement avec le dichlorofluorométhane ou Freon 12 CCl2F2, l'ammoniac NH3 ou le dioxyde de carbone CO2. Le cycle décrit par le fluide est un cycle inversé de Hertz, comme le montre cette figure. Donc sur le diagramme, le cycle est représenté sur le diagramme entropique TS. Donc, on passe de l'état 1 à l'état 2 à travers une transformation isobare et en même temps isotherme, car il s'agit d'une transformation de changement de phase. Le fluide caloporteur se transforme de l'état liquide à l'état gazeux. Puis une transformation isentrope entre l'état 2 jusqu'à l'état 3. Entre l'état 3 jusqu'à l'état 6, ce sont des transformations isobares. Donc la transformation
3-4, c'est une transformation isobare. Dans la phase gazeuse, la transformation 4-5, c'est une transformation isobare et en même temps isotherme, car il s'agit d'une transformation de changement de phase entre l'état de la phase gazeuse jusqu'à la phase liquide. Puis une transformation, il continue une transformation isobare entre l'état 5 et l'état 6. Enfin, on retourne de l'état 6 à l'état 1 à travers une transformation isentrope. Bon, il est important de noter que le cycle de Hearn est un cycle de Rankine modifié. On peut classer les pompes à chaleur en deux groupes majeurs, pompes à chaleur à compression mécanique et pompes à chaleur à énergie thermique. Ces deux groupes utilisent l'un ou l'autre du cycle inversé surmentionné.